Alors pour comprendre pourquoi il y a cette mobilisation des pharmaciens, je pense qu'il est important d'abord de comprendre comment fonctionne l'économie globale d'une pharmacie d'officine. Tout d'abord, une pharmacie d'officine, c'est une entreprise, un commerce, dont la fonction première est d'apporter un service médical, un service sanitaire. Les deux mots importants dans cette phrase, c'est la notion de commerce et la notion de service sanitaire. La notion de service sanitaire veut dire que notre action en tant que pharmacien est d'apporter du conseil sur les médicaments, sur des pathologies, sur des thérapeutiques. Et pour cette fonction, nous sommes rémunérés aussi bien lors de l'achat d'un certain nombre de produits de conseil, mais également lors de la délivrance de certains médicaments via des forfaits spécifiques qui nous sont attribués par les organismes sociaux. Et l'autre élément, donc, à prendre en compte de l'économie globale d'une pharmacie d'officine, c'est la dimension commerciale. Et comme tout type de commerce, une pharmacie, elle fonctionne avec un système d'achat et de vente. Et entre les deux, il y a une marge que la pharmacie réalise comme n'importe quelle autre entreprise. Et cette marge, elle permet aux pharmaciens, donc aux titulaires de l'entreprise, de pouvoir payer les différentes charges, donc que ce soit l'électricité, l'eau, les salaires également, et puis aussi tout ce qui est impôt d'une manière globale, et tout ce qui fait la joie finalement de l'État lorsque il touche en fait les différents impôts des sociétés qu'on est amené à leur verser. Comme n'importe quel type de commerce, une pharmacie négocie ses prix d'achat au regard des volumes qu'elle réalise auprès d'un certain nombre de fournisseurs. Vous connaissez déjà un certain nombre de labos dans votre vie quotidienne, des laboratoires comme Biogarant qui sont donc des génériqueurs, Teva, Viatris, qui sont des gros prestataires pour une pharmacie. On négocie également nos conditions de marché avec les grossistes répartiteurs, ceux qui nous fournissent régulièrement un certain nombre de produits, et puis des laboratoires avec lesquels on travaille en direct, des laboratoires comme UPSA, comme Urgo, comme Sanofi. Et donc, comme n'importe quel type de commerce, je dirais, plus on a tendance à commander, plus on a tendance à faire du volume, meilleures sont nos capacités de négociation, si jamais c'est notre violon dingue, on va dire, et finalement meilleures sont nos conditions commerciales. En effet, on va obtenir de la part de l'ensemble de ces prestataires un certain nombre de remises, qu'on appelle des remises volume, que l'on va pouvoir impacter sur le prix de vente, ce qui nous permet d'être concurrentiel finalement, et c'est pour ça que bien souvent en fait les très grosses structures ont parfois des prix plus bas que les toutes petites structures. Ça explique ça aussi. Et ça explique aussi que parfois les très grosses structures, en ce qui concerne les produits notamment Vinité en fait, ont une meilleure marge, tout simplement parce qu'ils ont plus de volume. Mais d'un autre côté, c'est mieux qu'ils aient une meilleure marge parce que factuellement, ils ont aussi plus de dépenses, plus de charges, et notamment en fait la charge salariale qui est l'une des dépenses numéro 1 en France. On parle évidemment de salaire, je dirais direct, de salaire net, mais ce qui coûte très cher en fait pour les entreprises, c'est le salaire brut, c'est cette partie qu'on verse directement à l'État et que le salarié ne touche pas. Donc voilà comment fonctionne l'économie globale d'une pharmacie actuellement en France. Dans la précédente vidéo, on a vu comment fonctionnait l'économie d'une pharmacie. Maintenant, il est important de savoir exactement en fait qu'est-ce que compte faire le gouvernement pour les pharmacies d'officine. Si on veut résumer, le gouvernement, depuis déjà de très nombreuses années, cherche à faire des économies notamment au niveau de l'item santé. Le premier item, c'est bien évidemment le CHU, les hôpitaux, avec une réduction drastique des enveloppes budgétaires allouées aux hôpitaux, avec les conséquences que tout à chacun peut voir. L'autre, je dirais, item phare que le gouvernement aime bien appuyer, c'est sur le levier médicaments. En France, on a une population qui vieillit énormément,
qui consomment de plus en plus de médicaments. Et le spectre derrière tout ça, en fait, c'est que la consommation médicamenteuse augmente, le volume, et donc, pour réduire l'incidence de ce volume, en tout cas d'un point de vue économique, le gouvernement cherche régulièrement à diminuer le prix du médicament de façon à ce que le remboursement de ces prestations lui coûte le moins cher possible. Déjà, depuis de nombreuses années, le gouvernement lorgne sur ce prix, donc agit dessus, et là, il a décidé tout simplement d'agir sur les conditions commerciales que les pharmaciens ont négociées avec les laboratoires depuis de nombreuses années. En gros, pour faire simple, c'est un peu comme si vous, dans votre consommation classique, vous achetiez un produit à 10 €, et puis pour faire des économies, finalement, vous achetez un produit à 5 €, voilà, parce que y a des meilleures conditions, finalement. Ça fonctionne comme ça, vous réussissez à faire des économies, c'est très bien, votre vie fonctionne, vous payez les études de vos enfants, vous achetez une voiture, etc. Vous payez vos charges, on va dire, tout simplement. Et puis le gouvernement, il se rend compte que au lieu d'acheter un produit à 10 €, vous achetez un produit à 5 €, et il se dit, finalement, en fait, les 5 € d'économie que vous avez réalisé, j'estime que moi, j'y ai le droit. Et c'est ce qui se passe en pharmacie, c'est que les pharmaciens qui ont négocié de bonnes conditions avec les laboratoires, le gouvernement, il estime que le volume qu'on a réussi à négocier, et qui nous permet factuellement de faire tourner nos boîtes, il a le droit à une part. Et donc, il a lancé une procédure pour légiférer sur la quantité maximale de remise, de prestations commerciales finalement, que le pharmacien peut toucher de la part des laboratoires, et notamment en fait des génériqueurs, avec lesquels il travaille. Voilà qu'est-ce que compte faire le gouvernement d'une manière directe. Donc factuellement, pour les pharmacies, ça représente un manque à gagner d'à peu près 20% sur leur EBE, sur leur excédent brut d'exploitation, et avec des proportions variables suivant la taille de l'officine, et puis aussi avec des conséquences qui sont variables, là encore, en fonction de la taille de l'officine. Qu'est-ce que compte faire également le gouvernement pour optimiser le coût, je dirais, c'est également le fait que le pharmacien devienne un prestataire de l'État, et qui en plus vous prélève le prélèvement forfaitaire sur les médicaments jusqu'à une valeur de 100 €. Alors, comment ça va se passer dans les faits? C'est que tout simplement, le pharmacien, lorsque vous allez chercher vos médicaments, va vous prélever un forfait de 1 ou 2 € à voir sur chaque médicament que vous allez prendre. On vous le prélève. À la fin de chaque mois, on va devoir déclarer ce montant prélevé sur vos ordonnances. Et un peu à l'image d'une TVA, en fait, on redistribuera cette somme auprès de l'État. Donc c'est un travail qui nous est demandé, c'est un effort qui vous est demandé, et pour lesquels nous, en tant que pharmaciens, déjà, on n'est pas rémunérés, ça c'est une certitude. Et puis alors, là où moi je trouve ça très, très intriguant, c'est qu'en fait, finalement, l'État se garde la possibilité, donc, de checker que vous ayez atteint le fameux quorum de 100 €, et à partir du moment où vous avez dépassé ce 100 €, le pharmacien, bien évidemment, continuera à vous prélever cette somme, mais l'État, à un moment donné, comme il le définira, on va dire, vous remboursera l'espèce de trop perçu que vous avez versé au sein des pharmacies. Et je dirais que là, c'est quand même assez intriguant, dans le sens où, quand est-ce qu'ils vont verser cette somme, sous quel module ils vont la reverser, et puis nous, en tant que patients, parce que au-delà d'être pharmacien titulaire, moi je suis aussi patient finalement du système de santé, comment on va pouvoir contrôler que l'État ne se trompe pas tout simplement dans son remboursement. Prenons un exemple simple, admettons qu'on ait atteint tout à chacun ces fameux 100 € de prélèvement, et donc que ça doit lancer le remboursement. Si l'État, au lieu de vous prélever 100 € vous en prélève 101 €, si on veut pousser à une logique un peu bêta, où une personne a à peu près 1 €
d'écart entre la somme qui devrait lui être versée et ce que va lui reverser l'État, ça serait quasiment 60 millions d'euros qui seraient indûment captés par l'État, et ce qu'on ait la possibilité de contrôler. Bref, deux réformes, une réforme sur les remises commerciales et une réforme sur le prélèvement de ce forfait médical. Dans les précédentes vidéos, on a vu et on a expliqué le modèle économique d'une pharmacie. On a essayé de décrypter un petit peu quelle était la volonté du gouvernement pour gagner des sous. En tout cas, l'une des manières qu'il met en place pour améliorer son économie globale. On va voir maintenant ensemble quelles sont les conséquences, que ce soit d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue pratique, que ce soit pour les officines, mais également pour les patients. D'un point de vue économique, comment ça va se passer? Donc, vous l'avez compris si vous avez regardé la précédente vidéo, il va y avoir une diminution des conditions commerciales d'un point de vue légal qu'on va avoir avec les laboratoires génériqueurs avec lesquels nous sommes en partenariat. Alors, vous me direz, bah oui, mais bon, voilà, il diminue la prestation commerciale, c'est un fait, mais ça n'agit pas sur le prix du médicament. Sauf que cette action, voulue par l'État, elle se fait en deux temps. La remise maximale, elle est plafonnée, donc du coup, en fait, on va passer d'un plafond à 40%, on va la passer à 30%, donc 10% de perte, on va dire de marge pour le pharmacien. Et on pourrait dire, bah finalement, c'est 10% de gain pour le laboratoire. Ça serait simplifier l'action du gouvernement, parce que pour faire réellement des économies, qu'est-ce que va faire le gouvernement? C'est qu'il va imposer aux laboratoires prestataires, donc des laboratoires comme Biogarant, comme Teva, comme Viatris, de baisser aussi factuellement leur prix de 10%. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah écoutez, nous, on a légiféré, vous n'avez plus cette prestation commerciale à reverser aux pharmaciens, donc techniquement parlant, ça devrait vous revenir. Mais ce n'est pas la logique que ça vous revienne, vous, gros laboratoire. L'idée, c'est que ça revienne plutôt dans les caisses de l'État. Donc, nous, là où finalement, on vous achetait par exemple un produit 1 euro, comme on a diminué la prestation commerciale de 10%, et bah, finalement, on va vous l'acheter 90 centimes. Donc ça, c'est la conséquence finale. Le pharmacien, lui, il perd de la marge, il perd de l'EBE, ça c'est problématique. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme incidence pour l'économie globale, pour le fonctionnement global d'une pharmacie? Bah, c'est que tout simplement on va avoir moins de rentabilité sur nos boîtes. Ce manque de rentabilité va avoir plusieurs conséquences. Le premier, ça va être des difficultés pour certaines pharmacies pour payer leurs charges, payer leur remboursement, on va dire, de prêts, payer leur fonctionnement, payer leurs salariés aussi. On va également avoir un problème parce que si vous avez moins de trésorerie dans une entreprise, vous pouvez allouer également moins de trésorerie pour faire évoluer les pharmacies avec toutes les nouvelles recommandations, avec des dispositifs comme notamment la délivrance à l'unité, la sérialisation, la mise en place de systèmes de type préparation de doses à administrer pour les maisons de retraite. Bref, tout ce qui fait le fonctionnement du centre d'une entreprise, à savoir l'évolution, tout simplement en fait on va perdre cette capacité d'évolution. En parallèle, donc, on va avoir des pertes de rentabilité pour certaines officines. Et qu'est-ce qui va être en conséquence? C'est que aussi le modèle économique d'une pharmacie va moins intéresser les jeunes générations de pharmaciens. Et très clairement, en fait, on va avoir moins de pharmaciens repreneurs dans le temps pour ces pharmacies. D'un point de vue plus global, je dirais, ça va entraîner la disparition des petites structures qui sont d'ores et déjà en difficulté. Voilà, donc ces petites pharmacies vont disparaître parce que tout simplement en fait elles n'auront plus les moyens de vivre d'un point de vue économique, donc elles vont disparaître. Vont rester les grosses pharmacies. Alors on pourrait arrêter la démarche à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en finalement disparition des petites pharmacies, persistance des grosses pharmacies, donc finalement les pharmacies les plus résilientes vont survivre. Elles vont récupérer le volume de patients qui ne va plus dans ces petites pharmacies. Et finalement, comme ils vont avoir plus d'activité, ils vont réembaucher aussi. Sauf qu'en fait, en vérité, l'économie globale, elle n'est pas bonne, d'une manière générale. Et les grosses pharmacies vont également investir dans des outils logistiques pour optimiser leur fonctionnement.
Et finalement, en fait, on va avoir des big pharma, on va dire, qui vont être beaucoup moins enclins à investir dans l'humain. Pour le patient, lui, il a perdu justement cette petite pharmacie de quartier où il allait assez facilement. Donc on perd finalement le maillage pharmaceutique, ce qui fait la force du réseau pharmaceutique en France. C'est-à-dire que la petite pharmacie de village, qui pour l'instant survivait, mais qui survivait quand même, ne pouvant plus survivre, elle va disparaître. Et donc la femme enceinte, qui a des difficultés de déplacement, qui a une urgence par exemple la nuit, la petite mamie qui a 80 ans, qui a des difficultés de déplacement, elle va devoir solliciter quelqu'un pour l'amener non plus à la pharmacie qui est proche de chez elle, mais à la pharmacie qui est à 10, 20 ou 30 km de chez elle, où elle ne peut pas se rendre seule. Bref, une perte de confort extrême pour l'ensemble de la population française, que ce soit dans les actes du quotidien, mais également dans les actes d'urgence, et je pense notamment au système de garde. Autre conséquence, c'est l'économie globale. Vous l'avez compris, si les laboratoires ont l'obligation de vendre, entre guillemets, moins cher leurs produits à la France, ça va devenir moins intéressant pour les laboratoires de vendre ces mêmes produits à la France. Alors je pense que tout à chacun, vous le savez, on a pas mal de ruptures, pas mal de pénuries, et ces pénuries, elles vont s'accélérer, c'est un fait, parce que tout simplement, en fait, le marché français va devenir encore moins intéressant pour les gros laboratoires. Évidemment, je vous ai pris l'exemple d'un produit à 1 € qui serait acheté finalement par l'État à 90 centimes. Le laboratoire, il préférera toujours le vendre à un pays comme l'Inde, la Chine, qui lui va lui acheter 1 €, 1,10 € avant de le vendre à la France. Alors la France mise beaucoup sur l'effet volume, c'est pour ça que l'État incite un certain nombre de professionnels de santé, les médecins, de respecter un certain schéma de délivrance, de compenser cette diminution du prix par un volume, mais l'inflation faisant, on ne peut pas étendre ce volume à l'infini, et donc du coup, il n'y a pas de correction, et il n'en reste pas moins en fait que la délivrance et la vente par des laboratoires comme Biogarant, Viatris, Mylan, de médicaments sur le sol français va devenir de moins en moins intéressant, et donc il va y avoir de fait dans les prochaines années de plus en plus de ruptures de produits, et notamment de produits essentiels. Vous avez été sensibilisé sur les ruptures notamment d'antibiotiques. Actuellement on a même des ruptures sur des laxatifs, sur des crèmes d'hydratation, bref, vraiment des produits finalement très standards, et ça ne va pas s'améliorer. Le dernier point, il est simple en fait, il est sur l'évolution finalement du maillage pharmaceutique. Je vous ai parlé de perte de rentabilité, de disparition des petites officines. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le schéma de reprise en fait finalement du maillage pharmaceutique, ces petites pharmacies étaient très intéressantes, déjà d'une parce qu'elles répondaient à une dimension de service essentielle sur le territoire français, et puis elles permettaient aussi aux jeunes pharmaciens qui sortaient de la fac après 2-3 années d'expérience de se lancer également dans l'entrepreneuriat, de commencer par une petite structure déjà pour se faire la main, et puis aussi parce que racheter une pharmacie ça coûte cher, et que factuellement lorsque vous allez vous retrouver à acheter une plus petite pharmacie, c'est faisable, les banques vous suivent, vous avez suffisamment d'efforts pour acheter une petite pharmacie, vous faites vos preuves, vous faites grossir éventuellement un petit peu la structure, et puis quand vous avez suffisamment capitalisé, vous pouvez vous diriger vers une plus grosse structure parce que vous avez plus de sous, plus d'expérience. Bref, il y avait un chaînage un peu logique. On va perdre ce chaînage logique, ne vont rester dans les 3 ou 5 ans prochains que des très grosses structures qui seront non reprenables par des jeunes pharmaciens, et on risque aussi de voir apparaître un système qu'on va appeler la financiarisation des officines, c'est-à-dire la possibilité par certains groupes, et je parle notamment de groupes pharmaceutiques, de racheter des pharmacies. Et là on va perdre une dimension, je dirais, un peu essentielle, qui est l'identité pharmaceutique. Ce fait en fait qu'un pharmacien soit inféodé à un laboratoire et qui est libre d'exercer les services et la manière de fonctionner avec son équipe ou avec ses patients. Là on sera sous l'item de grands groupes. Vous voyez ce que ça fait, les grands groupes. Lorsque ça gère des structures, il n'y a pas de rapport humain, il n'y a que la donnée économique
qui prime. Je mets ma main à couper que c'est des grands groupes rentrent dans le milieu pharmaceutique, c'est l'arrêt du service, comme on l'entend, ce fameux petit dépannage que vous venez chercher avec une régularisation dans le mois ou dans les 2-3 mois, ces avances de produits, je vous le paierai plus tard parce que là pour l'instant je suis un petit peu tendu, ou est-ce que vous pouvez me mettre mon dossier en attente parce que j'ai pas encore renouvelé ma mutuelle. Bref, tous ces petits services simples, faciles, vont se perdre. J'en veux pour preuve par exemple ces demandes parfois un peu exceptionnelles de produits en mode est-ce que vous pouvez me dépanner, voilà. Très clairement en fait lorsque les grands groupes vont rentrer dans les pharmacies, il n'y aura pas de dépannage, il n'y aura pas d'entorse à la règle. L'idée globale, ça sera l'économie, ça sera le fonctionnement, ça sera la rentabilité. Voilà. Alors bien évidemment, les pharmaciens ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix, pour montrer leur désaccord face à l'ensemble des mesures que le gouvernement a décidé de prendre dans le paysage économique et plus globalement dans le paysage de la santé. Quelles actions en fait les pharmaciens vont réaliser? Alors on a déjà commencé depuis début juillet, il y a eu une mobilisation sur les gardes avec des sollicitations par l'ARS pour qu'on réalise encore nos gardes. Alors bien évidemment les pharmaciens n'ont jamais voulu arrêter les gardes, mais ils ont voulu complexifier le mode d'attribution au niveau des gardes. On a parlé à un moment donné également de réaliser des feuillets en dégradé. Alors, il va y avoir une manifestation le 18 septembre pour montrer notre voix. Les présidents de syndicats, que ce soit l'UPSO ou la FSPF, rencontrent régulièrement des personnes du gouvernement, voire même des ministres, pour échanger des problématiques économiques propres à l'officine, pour échanger également des futurs problèmes pour le maillage pharmaceutique et rupture de médicaments et atteinte également au bon parcours patient, et puis de la nécessité aussi de maintenir finalement les pharmaciens présents, parce que au-delà de la délivrance de médicaments, le pharmacien c'est un professionnel de santé qui rend de nombreux services, que ce soit la vaccination, les tests, que ce soit également le conseil, le premier conseil médical, parce qu'une pharmacie ça reste ouvert quasiment, on va dire 6 jours sur 7, de 8h30 à 19h30, 20h, sans rendez-vous. Et factuellement c'est vrai qu'à une époque où on manque cruellement de médecins, où on a des déserts médicaux, bien souvent les pharmacies ce sont les premiers points relais, on va dire, de santé, et que par notre connaissance terrain, par notre réseau aussi, on a tendance à vraiment faire beaucoup de centralisation pour que ce soit nos collègues infirmiers, kinés, médecins. On échange beaucoup avec eux, on est souvent les pivots parce que justement on est amené à voir très régulièrement et très facilement les patients, et ça c'est un risque pour la santé française. Alors quel va être l'avenir pour les pharmacies? J'en ai un petit peu parlé dans des précédentes vidéos. Comment ça va se passer si jamais cette réforme passe, si jamais ces décrets passent et s'ils sont maintenus? Eh bien, il y a une disparition qui va être très claire en fait des plus petites structures qui sont déjà en difficulté économique. Disparition donc de ces structures, donc disparition d'une partie du maillage pharmaceutique, donc moins de facilité pour les patients pour accéder à un lieu de santé avec des horaires d'ouverture et une facilité d'accès. Il va y avoir également une incidence sur les grosses structures qui vont persister parce qu'ils sont plus résilients tout simplement, avec une augmentation de leur fréquentation, peut-être une perte également de la qualité de service, tout simplement parce qu'on va être plus débordé. En fait, on va peut-être pas forcément avoir les structures les plus adaptées pour accueillir toute cette population. Il va y avoir aussi des ruptures, donc ça va demander aussi aux pharmaciens d'être de plus en plus dans de la logistique terrain, on va dire, pour obtenir les produits. Voilà, ça va demander un temps, ça va être chronophage. Les pharmacies, elles vont essayer de s'adapter, hein, c'est le propre de toute entreprise, c'est-à-dire que là où on nous pose une problématique, on essaye de trouver une solution. On aimerait aussi que le gouvernement finalement ait cette même logique d'entreprise, on va dire,
C'est-à-dire que plutôt que d'essayer factuellement de toujours augmenter ses recettes, il pourrait être très intéressant pour le gouvernement, s'ils optaient pour une démarche entrepreneuriale, de réduire tout simplement leurs charges. Je pense qu'il y aurait peut-être un petit travail à faire au niveau des dépenses gouvernementales pour peut-être déjà montrer l'exemple, ça serait pas mal. Et puis tout simplement aussi pour améliorer l'économie globale de la France. Les pharmaciens, eux, ils vont améliorer, je dirais, leur process. Ils vont automatiser beaucoup, on va se lancer beaucoup dans l'automatisation, l'utilisation de robots pour les délivrances, l'automatisation avec notamment de l'intelligence artificielle pour le passage des commandes, pour réduire un temps qui est important en logistique. On va sûrement se mutualiser aussi pour tout ce qui est gestion administrative, les pointages de factures, la gestion des salaires, etc. On va peut-être être amené aussi à se regrouper et mutualiser par exemple notre masse salariale. C'est une des pistes qui est évoquée pour réduire les charges, finalement partager une masse salariale entre plusieurs pharmacies pour l'utiliser à meilleur escient. Vous allez sûrement voir vos pharmaciens vous solliciter pour réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon des entretiens pharmaceutiques. C'est un temps en fait que le pharmacien va prendre avec vous pour refaire votre décryptage d'ordonnance, parler de votre pathologie, par exemple parler de votre diabète, de votre asthme, prendre également le temps de discuter sur votre consommation dentalgique, faire également un petit peu le point sur les risques liés à la grossesse et quelles sont les bonnes démarches à avoir. Ce sont des services qui nous sont payés par l'État, ça nous prend beaucoup de temps, mais finalement aussi c'est une des voies d'évolution pour continuer à gagner tout simplement de l'argent et à faire fonctionner nos structures. Bref, les pharmacies vont se réorganiser, il va y avoir une réorganisation naturelle liée à une variation du maillage pharmaceutique et il va y avoir également une variation de nos activités au sein même de nos structures.